Mon fils ne répondait plus au téléphone depuis 2 semaines. J'ai donc décidé d'aller chez lui sans prévenir. Mais en arrivant, quelque chose a bougé sous le lit de mon petit-fils. Quand la police a soulevé le lit, ce que nous avons trouvé nous a tous laissés sous le choc. Je suis heureuse que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle est parvenue. Je m'en souviens encore parfaitement. En ce jour fatidique, j'ai pris le premier bus en direction de Chicago. Pendant les 3 heures de trajet, je n'ai pas dit un seul mot. Mes yeux étaient rivés sur la fenêtre, et mon cœur était noué. Je me disais de me calmer, mais mes mains tremblaient en tenant le billet. Quand je suis descendu au terminal principal, il commençait déjà à faire nuit. J'ai marché rapidement vers la résidence sécurisée où vivait Daniel, empruntant le même chemin que j'avais parcouru des dizaines de fois pour lui rendre visite, à lui et à Matthew, mon petit-fils. Mais cette fois, chaque pas semblait lourd, comme si je marchais vers un cauchemar. Debout devant la porte en bois familière, j'ai frappé. D'abord doucement, puis avec de plus en plus de force. « Daniel !»« Matthew !» ai-je crié, mais ma voix s'est brisée dans l'air froid. Personne n'a répondu. J'ai posé la main sur la poignée de porte, juste pour tenter ma chance. Mais quand je l'ai tournée légèrement, la porte s'est ouverte en grinçant. Elle n'était pas verrouillée. Mon cœur s'est mis à battre à 1000 à l'heure. Daniel ne laissait jamais la porte déverrouillée. Il était toujours si prudent, surtout quand Matthew était à la maison. J'ai poussé la porte et suis entré, retenant mon souffle comme si le moindre bruit pouvait tout briser en 1 million de morceaux. À l'intérieur, la scène que j'ai vue m'a laissé figé. Le salon était en désordre, comme s'il y avait eu une bagarre. Le canapé était déplacé, comme si quelqu'un l'avait poussé avec rage. Sur le sol, une tasse à café était brisée en 1000 morceaux. Les éclats de porcelaine blanche étaient mêlés à une tache de café sombre et séchée. Je l'ai enjambé, les jambes tremblantes, en essayant de ne pas marcher sur le verre. Dans la cuisine, j'ai vu la bonbonne du distributeur d'eau renversée sur le côté, et plusieurs bouteilles d'eau vide roulées sur le sol, débouchées, comme si quelqu'un les avait bues d'un trait, en désespoir de cause. L'odeur d'humidité et le silence de la maison m'ont glacé le sang. Je suis monté à l'étage, ayant l'impression de traîner une pierre à chaque pas. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre marteler dans mes oreilles. J'ai ouvert la porte du bureau de Daniel, vide. Sa chambre était vide aussi. Le lit était encore fait, mais sans aucun signe de vie. Finalement, j'ai atteint la chambre de Matthew. « Matthew, où es-tu, mon chéri ?» ai-je appelé, la voix rauque. Personne n'a répondu. Je suis resté au milieu de la pièce, regardant ses jouets, les briques de Lego, son vieil ours en peluche, et j'ai senti que mon cœur allait se briser. Soudain, un petit bruit est venu de sous le lit. Un bruit de frottement, comme une bouteille en plastique qui roule sur le parquet. Je me suis figé, et un frisson a parcouru tout mon dos. Mon cœur a battu encore plus fort, si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Il y avait quelque chose sous le lit. Je voulais me pencher pour regarder, mais mes pieds semblaient collés au sol. J'ai reculé d'un pas, agrippant le bord d'un bureau d'une main tremblante pour ne pas tomber. « Matthew » ai-je appelé de nouveau. Mais seul le silence m'a répondu, à l'exception de ce petit bruit clair, comme un avertissement. La panique m'a envahi. Je suis sorti de la maison en courant, les mains tremblant si fort que j'ai dû composer le numéro de la police 3 fois pour y parvenir. Mon fils a disparu. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis 2 semaines, ai-je pratiquement hurlé dans le téléphone, ma voix se brisant. Il y a un bruit étrange sous le lit de mon petit-fils, ai-je balbutié, ne sachant même pas ce que je disais. Je savais juste que j'avais besoin que quelqu'un vienne, et vite. En moins de 10 minutes, les lumières rouges et bleues d'une voiture de patrouille ont éclairé la fenêtre. J'ai conduit les 2 policiers jusqu'à la chambre de Matthew et, d'un doigt tremblant, j'ai montré le lit. Là-dessous, ai-je murmuré, n'osant pas regarder. Un jeune officier de grande taille s'est agenouillé et a dit d'une voix ferme, « Y a-t-il quelqu'un là-dessous ?» Un silence lourd, si épais qu'on pouvait à peine respirer, a rempli la pièce. Puis, sans un mot de plus, les 2 officiers ont soulevé le lit d'un seul mouvement. Et là, je l'ai vu. C'était Matthew, mon petit-fils, recroquevillé en dessous. Il était si maigre, ses cheveux emmêlés de sueur, et ses vêtements étaient sales, dégageant une odeur aigre. Il serrait une bouteille d'eau vide,
les yeux grands ouverts, sans expression, comme s'il regardait un monde que je ne pouvais atteindre. Je suis resté là, paralysé, sentant mon cœur s'arrêter. Les deux officiers étaient également sous le choc, incapables de dire un mot. Je suis tombé à genoux, voulant le serrer dans mes bras, mais mes mains tremblaient tellement que je n'osais pas le toucher. « Matthew, mon garçon » ai-je murmuré, les larmes montant. Il n'a pas répondu. Il est juste resté là, agrippé à sa bouteille comme si c'était la dernière chose qui le maintenait en vie. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais je savais que ce cauchemar ne faisait que commencer. Je m'appelle Hélène. J'ai 61 ans et je vis seul dans une petite ville non loin d'une grande métropole du Midwest. Mon histoire commence un matin de fin octobre, lorsque j'ai réalisé pour la première fois que Daniel avait disparu. Ce furent 2 semaines éternelles où j'ai vécu avec une anxiété sans réponse. Le premier jour, j'ai appelé Daniel pour prendre de ses nouvelles, comme je le faisais toujours. J'étais assise à la table de la cuisine, le téléphone à la main, écoutant la sonnerie encore et encore jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un message, un court « Ça va, mon fils ?» Mais le message est resté là, sans accuser de réception. J'ai commencé à sentir un nœud dans mon estomac, comme si quelque chose n'allait pas, mais je me suis dit qu'il était probablement occupé, que sa batterie était morte ou qu'il était quelque part sans réseau. Daniel est un homme indépendant, toujours à faire ses propres affaires, alors j'ai essayé de calmer mes inquiétudes. Mais les jours suivants, cette inquiétude a grandi comme un feu lent qui me brûlait de l'intérieur. Je l'ai appelé aux heures les plus étranges, à l'aube, tard dans la nuit, même à midi, quand je savais qu'il prenait habituellement sa pause déjeuner. Et toujours, le silence. Je lui ai laissé des messages vocaux, la voix tremblante. « Daniel, où es-tu ? Appelle-moi, s'il te plaît. Je suis si inquiète. » Mais eux aussi se sont perdus dans le vide, sans aucun signe qu'il les ait jamais entendus. J'ai commencé à imaginer le pire. Daniel n'était pas du genre à disparaître sans rien dire. Il m'appelait toujours chaque semaine, me parlait de son travail, de Matthew, mon petit-fils, des jours normaux d'un père et de son fils. Ce silence ne lui ressemblait pas du tout. Le 5e jour, je n'en pouvais plus. L'anxiété me dévorait. J'ai essayé d'appeler sa ligne fixe, espérant entendre sa voix, ou au moins celle de Matthew, ce garçon de 8 ans qui n'arrêtait jamais de me parler de l'école. Mais j'ai seulement entendu le téléphone sonner et sonner dans une maison vide jusqu'à ce que je raccroche. J'ai ouvert l'application de messagerie que les enfants utilisent et j'ai écrit à Matthew. « Mon chéri, où es-tu ? Appelle mamie. » Le message a été envoyé, mais l'accusé de lecture n'est jamais apparu. J'ai senti mon cœur se serrer. Matthew est jeune, mais il sait utiliser un téléphone, et il aime beaucoup sa grand-mère. Il répondait toujours dès qu'il voyait un message de ma part. J'ai commencé à appeler les amis et les collègues de Daniel. Ils étaient tous surpris, leurs voix hésitantes. « Je n'ai pas vu Daniel de la semaine », m'a dit un collègue. Je pensais qu'il était en vacances. Un de ses amis proches a dit, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le mois dernier. Daniel m'a dit qu'il était débordé de travail. Personne n'en savait plus. Plus je posais de questions, plus je me sentais perdu dans un vide sans réponse. Daniel n'est pas du genre à disparaître sans préavis. C'est un père dévoué, un fils attentionné. Quelque chose a dû se passer. Le 10e jour, je ne pouvais plus supporter l'attente. J'ai cherché les voisins qui vivaient près de la maison de Daniel, appelant tous ceux dont j'avais le numéro. Ils soupiraient à l'autre bout du fil, leur voix pleine de pitié. Une femme âgée qui habite en face de la maison de Daniel m'a dit que la semaine dernière, la nuit de la tempête, elle a vu une lumière dans la maison de Daniel s'allumer soudainement, puis s'éteindre. J'ai pensé que le garçon avait juste allumé la lumière pour aller se coucher, a-t-elle dit, mais sa voix tremblait comme si elle sentait aussi que quelque chose n'allait pas. Ces mots ont poignardé mon cœur comme un couteau. La nuit de la tempête. Une lumière qui s'allume et s'éteint. Quelque chose n'allait vraiment pas. J'en étais sûr. 2 semaines ont passé et tous mes efforts ont été vains. Pas un message, pas un appel, pas un signe. Je ne pouvais plus dormir. Je passais mes nuits à fixer le plafond, imaginant tout. Daniel avait-il eu un accident? A-t-il été kidnappé? Ou voulait-il simplement partir quelque part? Mais non, Daniel ne laisserait jamais Matthew. Il était tout son monde. Et Matthew, mon petit-fils, où était-il? Plus je pensais,
plus je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais pas rester les bras croisés une minute de plus. J'ai décidé d'aller à la maison de Daniel. Et ce que j'ai trouvé n'a fait qu'accroître mon angoisse. Maintenant, je suis assise dans la faible lumière d'une chambre d'hôpital, mes mains agrippant le bord de la chaise comme si lâcher prise ferait s'effondrer le monde entier. Matthew était allongé dans le lit, son petit corps presque perdu dans les draps blancs. Un policier l'a porté dans ses bras depuis cette maison froide, et moi, comme une ombre sans âme, j'ai couru après eux. Mes mains tremblaient quand je l'ai touché, voulant le tenir, mais ayant peur de serrer trop fort, peur de lui faire du mal. Matthew n'a pas réagi. Pas un clignement de paupières, pas un soupir. Ses petites mains serraient la bouteille d'eau vide comme si c'était la dernière chose qu'il ancrait à cette vie. La voiture de patrouille a filé à travers les rues sombres de la ville, le son de la sirène résonnant dans la nuit. J'étais assise à côté de Matthew, l'éventant avec un bout de papier que j'avais trouvé dans la maison tout en lui tapotant doucement le dos. « Matthew, mamie est là », ai-je murmuré d'une voix brisée. Mais le garçon est resté comme une statue vivante, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Je me demandais ce qui était arrivé à mon petit-fils et à Daniel. Cette maison saccagée, la bouteille d'eau vide et le bruit sous le lit. C'était comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. À l'hôpital, les médecins et les infirmières ont immédiatement emmené Matthew aux urgences. Je suis resté dehors, les mains pressées contre la porte vitrée, les regardant s'agiter rapidement autour de lui. Le son des machines se mêlait aux voix pressées des médecins. Pas de blessures externes. Malnutrition sévère. Déshydratation sévère. Signe de traumatisme psychologique. Chaque mot était comme un coup de poignard dans le cœur. Traumatisme psychologique. Mon petit-fils de 8 ans, ce garçon qui souriait toujours comme le soleil du matin, était maintenant là, si maigre, comme une feuille sèche qui pourrait s'envoler à tout moment. Un peu plus tard, le médecin m'a laissé entrer. Matthew était déjà sous perfusion, un mince tube relié à son bras décharné. Ses yeux étaient toujours ouverts, mais il ne me regardait pas, il regardait un endroit lointain, un endroit que je ne pouvais pas atteindre. J'ai pris sa petite main froide et j'ai appelé son nom. « Matthew, c'est moi, mamie. Réveille-toi. S'il te plaît, dis quelque chose. » Mais le garçon n'a pas répondu. Il n'a même pas cligné des yeux. Je me suis assise à côté de lui sur le lit et les larmes ont commencé à couler. Je me suis souvenu des jours où Matthew était petit, quand il courait dans mon jardin en riant aux éclats, me demandant de lui raconter des histoires de ma jeunesse à la maison. Maintenant, ce sourire avait disparu, et à sa place, il y avait un silence effrayant, comme si mon petit-fils avait enfermé son âme. La police est également arrivée à l'hôpital avec leurs carnets et leurs questions. Un jeune officier à l'air sérieux s'est assis à côté de moi. « Madame, pourriez-vous nous dire quand vous avez eu votre dernier contact avec Monsieur Daniel ?» J'ai secoué la tête, une boule dans la gorge. « Ça fait 2 semaines, ai-je dit d'une voix tremblante. Je l'ai appelé. Je lui ai envoyé des messages. J'ai tout fait, mais rien. Daniel ne ferait jamais une chose pareille. Il m'appelait toujours au moins une fois par semaine. » L'officier a pris des notes en hochant la tête, puis s'est tourné pour interroger le médecin sur l'état de Matthew. Ils ont parlé à voix basse. La victime ne présente pas de blessure mortelle, mais il est dans un état de choc post-traumatique sévère. En entendant ces mots, j'ai senti comme si une pierre m'écrasait la poitrine. Choc post-traumatique. Qu'est-ce que Matthew a dû traverser pour en arriver là? Je voulais exiger des réponses, mais l'officier a juste pris des notes et m'a dit « Nous ouvrons une enquête pour personne disparue. Pourriez-vous venir avec nous au commissariat pour faire une déclaration complète ?» J'ai secoué la tête, presque en suppliant « Laissez-moi rester avec mon petit-fils. Je ne peux pas le laisser seul en ce moment. » Ils ont hoché la tête, acceptant, mais leurs yeux étaient remplis d'inquiétude, comme s'ils sentaient aussi l'ombre noire qui planait sur ma famille. Cette nuit-là, je suis restée assise près du lit, regardant Matthew trembler pendant son sommeil agité. Il serrait fermement la bouteille d'eau vide, même dans son sommeil, comme s'il avait peur que quelqu'un la lui prenne. La sueur coulait sur son front, trempant l'oreiller. Parfois, il se réveillait en sursaut, les yeux écarquillés de terreur, mais il ne disait rien. Il me regardait simplement avec ce regard vide. J'ai essuyé son front avec une petite serviette, ma main tremblant. « Mamie est là avec toi », ai-je murmuré, même si je savais qu'il ne pouvait pas m'entendre. Le médecin est venu le voir, une femme d'âge mûr au regard bienveillant.
Elle a posé sa main sur mon épaule et a dit doucement, « Madame, le garçon a besoin de temps. Il a subi un choc énorme. Soyez patiente. Vous verrez, il nous dira ce qui s'est passé. » J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je ressentais un poids terrible. La patience. Comment pouvais-je être patiente alors que Daniel était toujours porté disparu, alors que Matthew était là, comme une ombre de lui-même? J'ai passé toute la nuit assise là, tenant la main de Matthew, écoutant sa faible respiration. Je me suis souvenu de la dernière fois que j'ai parlé à Daniel au téléphone. Sa voix semblait fatiguée, mais il essayait quand même de rire. « Maman, je vais bien. C'est juste que le travail a été un peu lourd. » Je n'avais pas réalisé à quel point c'était lourd. Je n'ai pas posé plus de questions. Maintenant, je m'en voulais. Si j'avais prêté plus d'attention, si j'avais appelé plus tôt, les choses seraient-elles différentes? 2 jours ont passé et je n'ai pas bougé du chevet de Matthew, comme si le quitter des yeux une seconde le ferait disparaître. Matthew était toujours là, petit et fragile, ses mains fines serrant un ours en peluche qu'une infirmière lui avait donné. J'ai essayé de lui donner un peu de bouillon, cuillère par cuillère, l'amenant à sa bouche, espérant qu'il mangerait quelque chose. « Mange, Matthew, mon chéri, pour que tu puisses reprendre des forces et rentrer à la maison avec mamie, » ai-je murmuré, la voix tremblante. Mais le garçon a à peine avalé quelques cuillerées, puis a fermé la bouche, le regard fixé au plafond. Chaque nuit était la même. Matthew faisait des cauchemars. Parfois, il se redressait brusquement dans son lit, la bouche ouverte comme pour crier, mais aucun son ne sortait. Je le prenais dans mes bras, le berçais et lui chantais la berceuse que je chantais à Daniel quand il était bébé. Mais Matthew ne faisait que trembler, la sueur trempant son front. J'essuyais son front, ma main tremblant tellement que le gant de toilette tombait. J'ai demandé à ce qu'un psychologue vienne. Une jeune femme à la voix très douce. Elle s'est assise à côté de Matthew, lui a tenu la main et lui a posé des questions douces. « Matthew, veux-tu me dire quelque chose sur ton papa, ou sur quelque chose que tu as vu ?» Mais le garçon a juste serré son ours plus fort, les yeux rivés au sol, sans dire un mot. Je me tenais à l'écart, le cœur serré. « Est-ce qu'il reparlera, docteur ?» ai-je demandé, presque en suppliant. La psychologue m'a regardé avec compassion. « Madame, il a besoin de temps. Le choc a été trop grand pour un enfant, mais je suis sûr qu'il s'ouvrira. Ce n'est juste pas le bon moment. » J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je ne pouvais pas être calme. Du temps? Je ne savais pas combien de temps il me restait à attendre, avec Daniel porté disparu, et chaque jour qui passait un supplice d'angoisse et de douleur. Le matin du 3e jour, je nettoyais le visage de Matthew, passant doucement un chiffon humide sur ses joues minces. J'ai essayé de sourire et j'ai commencé à lui raconter une vieille histoire sur Daniel, sur l'époque où il était un garçon et avait cassé un de mes vases et avait essayé de le recoller avec du ruban adhésif. « Ton père était si bête, Matthew, » ai-je dit doucement. « Mais il t'aimait plus que tout au monde. » Matthew n'a pas répondu, mais j'ai vu ses petits doigts serrer l'ours en peluche comme s'il s'accrochait à quelque chose. J'allais continuer quand le téléphone dans mon sac a vibré. L'identifiant de l'appelant montrait le commissariat de police. Mon cœur a cogné. Un mauvais pressentiment m'a envahi. J'ai répondu, la main tremblant tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. La voix du détective à l'autre bout du fil était grave, très différente de son calme habituel. « Madame Hélène, je vais vous demander de vous préparer. Nous venons d'utiliser du luminol pour réexaminer la maison de Monsieur Daniel, et nous avons trouvé une très grande quantité de sang dans le salon. Mes oreilles sont devenues sourdes, comme si le monde était soudainement devenu silencieux. Le gant de toilette dans ma main est tombé au sol. Je ne sentais plus mes propres mains. Du sang, ai-je répété, la voix brisée. Le détective a continué, et chaque mot était comme un couteau dans mon cœur. Il est très probable que nous ayons affaire à un homicide. La scène de crime a été bouclée, en attente des résultats ADN. Je traitais à peine ce qu'il disait, ne comprenant pas entièrement ses mots. Puis, Matthew a tiré fort sur ma manche. Je me suis retourné et j'ai vu ses yeux rouges et remplis de larmes, comme s'il avait tout entendu. Et puis, après tant de jours de silence, Matthew a fondu en larmes, un cri déchirant qui a brisé le calme de la chambre d'hôpital. « Papa, il est mort !» a-t-il hurlé, sa voix faible mais pleine de douleur, comme si son monde entier venait de s'effondrer. Je suis retombé sur la chaise, le serrant de toutes mes forces alors que les larmes coulaient sur mes joues.
Non, Matthew. Non, ce n'est pas ça, lui ai-je dit. Mais je ne croyais même pas mes propres mots. Ces quelques mots avaient été comme un coup de marteau sur mon cœur. Les pleurs de Matthew ont été entendus au téléphone, et le détective a dit rapidement, « Madame, calmez-vous. Nous sommes en route pour l'hôpital pour prendre une première déclaration. S'il vous plaît, ne bougez pas de là. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré Matthew plus fort, laissant mes larmes tremper ses vêtements. Les infirmières et les médecins se sont précipités, sûrement alertés par les pleurs. Une jeune infirmière s'est agenouillée et a posé sa main sur mon épaule. « Madame Hélène, restez calme. Laissez-nous nous occuper du garçon. » Mais j'ai secoué la tête, tenant Matthew encore plus fort. « Non, je dois être là avec lui, » ai-je dit, la voix étranglée. Je ne pouvais pas le quitter. Je ne pouvais pas le laisser seul en ce moment. Pas après qu'il venait de prononcer ces horribles mots. Le médecin a examiné Matthew et lui a donné un sédatif léger pour le calmer. Il a lentement cessé de pleurer, mais ses yeux sont restés rouges, me regardant avec une douleur que je ne pouvais pas apaiser. J'ai caressé ses cheveux en murmurant, « Mamie est là, Matthew. Je ne vais nulle part. » Mais à l'intérieur, j'avais l'impression de tomber dans un abîme. Si Daniel était vraiment. Je n'osais pas finir la pensée. Je me suis souvenu de la dernière fois que j'ai vu mon fils, quand il est venu me rendre visite dans ma ville, m'apportant un gâteau de maïs que j'aime tant. « Maman, prends soin de toi, d'accord » a-t-il dit avec son sourire éclatant. Maintenant, ce sourire ressemblait à un lointain souvenir, effacé par les mots du détective et les pleurs de Matthew. Une heure s'était écoulée depuis l'appel du détective au sujet du sang dans la maison de Daniel, et maintenant ils étaient à l'hôpital avec un enregistreur et un carnet. Un jeune policier, grand et mince, s'est assis près du lit et a dit d'une voix douce mais prudente, « Matthew, peux-tu nous dire, à nous et à ta grand-mère, ce qui s'est passé ?» J'ai senti Matthew trembler dans mes bras, ses petites épaules fines se tendant. Il a baissé la tête, serrant l'ours en peluche dans ses mains, comme s'il s'accrochait à quelque chose pour ne pas sombrer. J'ai caressé ses cheveux et j'ai murmuré, « C'est bon, Matthew. Raconte-nous. Mamie est juste là avec toi. » J'ai essayé de rendre ma voix calme, mais à l'intérieur, j'avais l'impression d'être au bord d'une falaise. J'avais peur de ce qu'il allait dire, mais en même temps, j'avais besoin de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Après quelques minutes de silence, Matthew a légèrement hoché la tête, un mouvement si petit qu'il m'a brisé le cœur. J'ai retenu mon souffle, lui serrant l'épaule, et j'ai écouté chacun de ses mots faibles et brisés, comme si chacun était un morceau fracassé de son âme. Cette nuit-là, il pleuvait très fort, a commencé Matthew, sa voix tremblant, presque un murmure. Je jouais avec mes Legos dans ma chambre, je construisais une tour très haute que papa disait être la plus belle. Et puis la sonnette a retenti, plusieurs fois. Matthew a fait une pause, regardant son ours, le serrant plus fort. J'étais curieux et je suis allé voir. Papa était à la porte, il regardait par le Judas, et son visage était très tendu. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Un frisson m'a parcouru l'échine. Daniel était toujours calme. Il savait toujours cacher ses soucis pour protéger Matthew. Qu'est-ce qu'il avait autant effrayé? Matthew a continué, sa voix devenant plus basse. Papa s'est retourné et m'a vu debout là. Il a couru vers moi, s'est agenouillé et a murmuré, « Matthew, va vite sous le lit. Ne sors pas avant que je t'appelle. Tu m'entends ?» J'avais peur, mais papa m'a poussé vers ma chambre en toute hâte. Je suis allé sous le lit, et papa a même tiré la couette pour le couvrir afin que personne ne puisse me voir. J'ai imaginé mon petit garçon, seulement 8 ans, blotti sous le lit dans le noir, ne sachant pas ce qui se passait, et j'ai senti mon cœur se serrer. Par une petite fente dans la couette, a poursuivi Matthew, j'ai vu ma maman entrer avec un homme très grand. Le visage de cet homme était très froid. Il ne disait rien. Il se tenait juste là, les bras croisés derrière ma maman. J'étais figé. Jessica. La maman de Matthew, l'ex-femme de Daniel. Je n'aurais jamais pensé qu'elle reviendrait, ou plutôt qu'elle ne pourrait pas revenir après tout ce qui s'était passé. Matthew a tremblé et sa voix s'est brisée. Ma maman a regardé partout dans la pièce et a demandé, « Où est Matthew ?» J'ai eu si peur. Je pensais qu'elle allait me trouver, mais mon papa lui a dit d'une voix calme, il est allé chez sa grand-mère quand les vacances d'hiver ont commencé. Je savais que papa mentait, mais je n'osais pas bouger. J'ai senti des larmes chaudes couler sur mes joues.
L'officier de police n'arrêtait pas d'écrire, son expression sérieuse, mais j'ai vu sa main s'arrêter un instant lorsque Matthew a continué. Ensuite, ma maman a commencé à lui crier dessus. Elle demandait de l'argent à papa. Elle a dit quelque chose à propos d'une dette que papa devait payer s'il ne voulait pas avoir de problème. Mais papa a secoué la tête et ne lui a pas donné d'argent. Il lui a dit qu'elle était allée trop loin, qu'elle l'avait assez dérangé. Entendre cela m'a brisé l'âme. Daniel avait essayé d'échapper à l'ombre de Jessica. Il avait essayé de se construire une nouvelle vie pour lui et Matthew, mais elle était revenue, apportant des problèmes avec elle. Matthew s'est arrêté, respirant lourdement comme si le souvenir le ramenait à cette nuit de terreur. J'ai frotté son dos et j'ai murmuré, « Vas-y doucement, mon chéri. Mamie est là. » Le garçon a pris une profonde inspiration et a continué. « Papa. Ma maman et l'homme grand se sont disputés très fort. Ma maman criait et l'autre homme s'est approché en disant quelque chose comme une menace. Je n'ai pas bien entendu, mais je l'ai vu pousser mon papa. Papa a reculé en trébuchant, et puis il l'a poussé plus fort. Papa est tombé et s'est cogné la tête sur le coin de la table. Il y a eu un grand bruit sourd, et de l'eau rouge a commencé à sortir. Matthew a tremblé de manière incontrôlable, cachant son visage dans ma poitrine et a fondu en larmes. J'ai vu papa allongé là, sans bouger. Je voulais sortir. Je voulais l'appeler, mais j'avais peur. J'avais si peur. Je l'ai serré de toutes mes forces, et mes larmes ont trempé ses cheveux. L'image de Daniel tombant se rejouait dans mon esprit comme un cauchemar. L'officier de police en face de moi a arrêté d'écrire et m'a regardé avec compassion. Cette déclaration est très importante, Madame Hélène, a-t-il dit d'une voix grave. Nous allons enquêter sur cela comme un possible homicide. Le garçon a été très courageux. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je ressentais un vide que rien ne pouvait combler. Matthew continuait de pleurer. Ses sanglots étaient comme des couteaux dans mon cœur. J'ai regardé l'officier et j'ai dit d'une voix étranglée, « Allez-vous la trouver ? Jessica et cet homme. » Il a hoché la tête fermement. « Nous ferons tout notre possible, Madame Hélène. Je vous le promets. » Quand la police est partie, je suis resté là, serrant Matthew, sentant l'ombre de la tragédie qui venait de s'abattre sur ma famille. Cette nuit-là, après le départ de la police, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Les doux sanglots de Matthew résonnaient dans la pièce comme des coups de poignard dans mon cœur. Il bougeait les lèvres, appelant son père dans ses rêves, d'une voix si faible que je devais me pencher pour l'entendre. Chaque fois qu'il le faisait, j'essuyais doucement son visage avec un chiffon chaud, espérant apaiser ne serait-ce qu'un peu la douleur qu'il portait. Mais en touchant sa peau froide, de vieux souvenirs me sont revenus, blessant comme si quelqu'un versait du sel sur une plaie qui n'avait jamais guéri. Je me souviens de Daniel quand il était jeune, dans la vingtaine, sa carrière commençant à peine, les yeux pleins de foi en l'avenir. Je me souviens de la fierté avec laquelle il m'a présenté Jessica, avec un sourire qui brillait comme le soleil d'été. « Maman, voici Jessica », a-t-il dit, la voix pleine de fierté. « Elle va être ma femme. » Jessica, à l'époque, était une gentille fille, un peu maladroite, mais essayant toujours de bien faire les choses. Elle rougissait quand je lui apprenais à cuisiner. Et je me souviens avoir pensé, oui, cette fille est bien. Elle va rendre Daniel heureux. Toute la famille l'aimait, pas seulement pour son sourire chaleureux, mais pour la façon dont elle regardait Daniel, comme s'il était son monde entier. Puis Matthew est né, et c'est comme si une nouvelle lumière s'était allumée dans notre famille. Je me souviens encore du jour où je l'ai emmené se promener dans la cour, Matthew niché dans mes bras, ses petits yeux ronds me regardant avec un sourire jusqu'aux oreilles. Les voisins plaisantaient, « Madame Hélène, vous avez l'air d'avoir 10 ans de moins. » Je riais, le cœur plein de joie. Daniel et Jessica étaient encore heureux à l'époque. Ils me rendaient souvent visite, apportant Matthew et leurs histoires de leur nouvelle vie. Je pensais que ce serait toujours comme ça, que notre petite famille serait toujours pleine de rire. Mais ensuite, tout a commencé à s'effondrer. Je me souviens du jour où j'ai reçu un appel de Daniel. Sa voix semblait terne, fatiguée. « Maman ? Jessica, elle a des problèmes de jeu, je me suis figé. Je ne pouvais pas croire que cette gentille fille était tombée dans quelque chose comme ça. La première fois, Daniel a vendu discrètement la voiture qu'il aimait tant, la voiture pour laquelle il avait économisé pendant des années, juste pour payer les dettes de sa femme. Je l'ai vu assis dans la cour, les yeux rouges, mais il essayait quand même de sourire. « Maman, ça va aller.
Je veux juste l'aider. J'ai pris sa main, voulant dire quelque chose, mais je me suis tu parce que je comprenais que Daniel aimait tellement Jessica qu'il était prêt à tout pour la sauver. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. La deuxième fois, quand les collecteurs de dettes sont venus frapper à ma porte, proférant des menaces parce que Jessica ne pouvait pas payer, j'ai dû retirer toutes mes économies. C'était l'argent que j'avais économisé pour ma vieillesse, mais je n'ai pas hésité. Je voulais juste protéger ma famille. Maman, je suis désolé, m'a dit Daniel cette nuit-là, la voix étranglée. Je ne pensais pas que les choses en arriveraient là. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que la famille était là pour se soutenir. Mais à l'intérieur, j'ai commencé à avoir peur. Jessica n'était plus la gentille fille qu'elle était. Chaque jour qui passait, elle changeait davantage. Jessica est devenue irritable, capable de casser des assiettes pour la moindre petite chose. Je me souviens d'une fois où je suis allé leur rendre visite et j'ai vu Matthew blotti dans un coin, les yeux rouges parce que sa mère lui avait crié dessus juste pour avoir renversé un verre de lait. Jessica était là, lui hurlant dessus. « Tu es aussi maladroit que ton père. » J'ai couru et j'ai éloigné Matthew, essayant de la calmer, mais elle a juste ri amèrement. « C'est mon fils. Je sais comment l'élever. » Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mon cœur. Matthew ne méritait pas de subir ces accès de rage. J'ai regardé Daniel et je l'ai vu consumé. Ses yeux qui brillaient autrefois ne reflétaient plus que l'épuisement et l'impuissance. De nombreuses nuits, Daniel m'appelait, se confiant à travers les larmes. « Maman, je n'en peux plus, me disait-il, la voix tremblante. Jessica n'est pas la femme dont je suis tombé amoureux. J'ai peur qu'elle fasse du mal à Matthew. » L'entendre m'a brisé l'âme, mais je ne pouvais que le consoler. « Mon fils, si tu as besoin de moi, je suis là. Je t'aiderai. » Finalement, Daniel a décidé de divorcer et de se battre pour la garde de Matthew. Le jour où le juge a rendu sa décision, je l'ai vu soupirer de soulagement, comme si un poids lui avait été enlevé des épaules. J'ai ressenti la même chose. Je pensais que finalement, père et fils auraient une vie tranquille, que Matthew grandirait avec l'amour de Daniel sans plus de cris ni de lourdes dettes. Mais je me trompais. À peine 6 mois plus tard, Jessica est revenue, apportant avec elle un cauchemar bien pire. L'histoire que Matthew m'a racontée sur cette nuit d'orage, sur la façon dont Daniel est tombé et est resté immobile sur le sol, ne cessait de se rejouer dans ma tête. Jessica, la femme que j'avais autrefois aimée comme une fille, qui était la mère de mon petit-fils, était devenue une étrangère, une personne cruelle. Assise dans l'obscurité de la chambre d'hôpital, j'ai regardé Matthew dormir, et je l'ai entendu sangloter, ses lèvres bougeant encore pour appeler son père. Je me suis fait une promesse. « Daniel, je te rendrai justice. Je protégerai Matthew, quoi qu'il en coûte. » Le lendemain matin, le soleil filtrait par la fenêtre de l'hôpital, mais il ne pouvait pas chasser le froid que je ressentais à l'intérieur. Je me suis assise à côté de Matthew, le regardant dormir profondément après le sédatif. Son petit visage semblait plus calme, mais la marque de la douleur était toujours là, impossible à effacer. Le téléphone a vibré. C'était un appel du commissariat. Le détective, d'une voix grave mais ferme, m'a dit « Madame Hélène, nous avons de nouvelles informations. Pourriez-vous venir au poste dès maintenant ?» J'ai hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir, et j'ai murmuré à Matthew « Mamie revient dans un petit moment. Sois sage. L'infirmière s'occupera de toi. » J'ai confié mon petit-fils à la jeune infirmière que j'avais appris à connaître ces derniers jours et je me suis dépêché de sortir de l'hôpital, l'esprit en désordre. Sur le chemin du commissariat, j'étais dans le bus, regardant par la fenêtre, mais ne voyant rien d'autre que l'image de Daniel tombant dans l'histoire de Matthew. J'ai serré mon châle dans mes mains, essayant de retenir mes larmes. Quand je suis entré dans la salle de briefing du commissariat, le détective en chef, un homme d'âge mûr au regard perçant, m'attendait déjà. Il a étalé une grande carte sur la table et a montré plusieurs points rouges marqués autour de la maison de Daniel. « Nous avons une nouvelle piste, » a-t-il dit, la voix confiante. La caméra de sécurité d'un voisin a enregistré un camion suspect la nuit de la tempête. J'ai retenu mon souffle, mon cœur battant à tout rompre alors qu'il diffusait la vidéo sur l'écran. L'image était floue et tremblante en raison de la mauvaise qualité, mais j'ai quand même clairement vu un camion sombre garé devant la maison de Daniel. Sous le faible éclairage public, je pouvais distinguer la forme de quelque chose de long recouvert d'une bâche à l'arrière. Quelques minutes plus tard, ce camion s'est éloigné.
Le détective a continué, montrant une autre vidéo. Nous ne pouvons pas voir clairement les plaques d'immatriculation. Elles sont floues, mais le modèle correspond à celui utilisé par un gang local d'usuriers. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. L'histoire de Matthew m'est revenue, Jessica et l'homme étrange enroulant Daniel dans une couverture, le traînant hors de la maison, cette longue chose dans le camion. Je n'osais pas y penser plus loin, mais la douleur était comme un couteau aiguisé dans mon cœur. Un jeune officier debout à côté de lui a ajouté, « Nous avons déjà vérifié les enregistrements des caméras de circulation à proximité. Le camion apparaît à quelques endroits, mais nous perdons sa trace en périphérie. Nous nous coordonnons déjà avec les patrouilles pour le rechercher. » J'ai hoché la tête, mais j'ai senti ma tête tourner. « Êtes-vous sûr que ce camion a quelque chose à voir avec ça ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Le détective m'a regardé, les yeux pleins de détermination. Ce sont des preuves circonstancielles, mais très importantes, Madame Hélène. Nous n'allons laisser aucune piste de côté. J'ai senti une lueur d'espoir, mais en même temps, la peur de ce qu'il pourrait trouver m'a coupé le souffle. Après la réunion, le détective m'a suggéré de retourner avec eux à la maison de Daniel. J'ai hésité. Je ne voulais pas affronter à nouveau cet endroit, mais je savais que je ne pouvais pas fuir. Quand nous sommes arrivés, le ruban jaune de la police bloquait toujours la porte, un rappel du cauchemar qui s'était produit. L'équipe de la police scientifique travaillait à l'intérieur, collectant soigneusement des échantillons, prenant des photos de la scène. Je me tenais sur le porche, le regard fixé sur la tache de café séché sur le sol du salon, où quelques jours auparavant j'étais entré et j'avais tout trouvé détruit. Cette tache de café, ainsi que les morceaux de la tasse, étaient comme une cicatrice qui ne guérirait jamais dans mon esprit. Soudain, une voisine âgée, Madame Rose, s'est approchée, s'appuyant sur sa canne, et m'a murmuré comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende, « Hélène, la nuit de la pluie, j'ai entendu une très forte dispute chez Daniel, des cris, le bruit de meubles qui bougent. Je voulais appeler la police, mais j'avais peur. Peur d'avoir des ennuis. » La femme a baissé la tête, les yeux pleins de culpabilité. J'ai pris sa main et j'ai dit d'une voix étranglée, « Merci de me le dire. Pouvez-vous le dire à la police maintenant ?» Madame Rose a hoché la tête, et je l'ai emmené voir le jeune officier. Il a tout noté soigneusement, l'a remercié et a promis d'enquêter davantage. J'ai regardé Madame Rose s'éloigner, le cœur lourd. Je m'en voulais, me demandant si j'étais arrivé plus tôt, si les choses auraient été différentes. Avant de partir, le détective m'a tapoté doucement l'épaule et a dit à voix basse, « Nous allons retrouver ce camion, Madame Hélène. Ayez confiance. » J'ai hoché la tête. Mais à l'intérieur, je ne savais pas s'il me restait de la force pour espérer. J'ai quitté la maison. Le soleil brillait, mais mon cœur était nuageux, comme s'il allait pleuvoir. Quelques jours après avoir entendu la terrible histoire de Matthew, j'ai reçu un appel du commissariat. La voix du détective semblait aussi grave que jamais, mais avec une pointe d'urgence. « Madame Hélène, nous avons trouvé l'adresse de l'immeuble où vivait Jessica. Voulez-vous venir avec nous ?» J'ai regardé Matthew, qui était assis sur le lit d'hôpital, serrant son ours en peluche et regardant par la fenêtre d'un air perdu. Je ne voulais pas le quitter, mais je savais que je devais y aller. S'il y avait le moindre indice sur Jessica, sur ce qui était arrivé à Daniel, je devais le voir de mes propres yeux. « J'arrive », ai-je répondu, la voix tremblante. J'ai de nouveau confié Matthew à la jeune infirmière, lui ai caressé les cheveux et j'ai murmuré, « Mamie ne sera pas longue, Matthew. Sois sage. Je reviens tout de suite. » Le garçon a hoché la tête faiblement, mais son regard est resté vide, comme s'il était dans un endroit que je ne pouvais pas atteindre. La ruelle menant à l'immeuble de Jessica se trouvait dans un coin oublié de la ville, où les murs écaillés sentaient l'humidité et les gaz d'échappement. Je marchais aux côtés de 2 policiers, mais pas lourd sur le chemin boueux. Mon cœur battait à tout rompre, non pas d'épuisement, mais de peur de ce que j'allais trouver. Quand nous sommes arrivés, la propriétaire de l'immeuble, une femme d'âge mûr au visage acariâtre, était assise à l'entrée en fumant une cigarette. Dès qu'elle a vu la police, elle a soupiré d'agacement, comme si elle était habituée à ce genre de problème. « Cette Jessica » a-t-elle dit d'une voix méprisante, « elle est partie il y a environ 2 semaines, a rendu la clé et s'est enfuie. » Ces mots ont été comme un coup à la poitrine. Il y a 2 semaines, exactement au moment où Daniel a disparu, où sa maison est devenue une scène de chaos. Je suis resté figé, serrant mon châle pour rester calme.
Le jeune policier, le grand et mince, a demandé, quand elle est partie, transportait-elle beaucoup de choses? La propriétaire a hoché la tête, éteignant sa cigarette dans un cendrier. Oui, une énorme valise. Elle avait l'air vraiment pressée, comme si elle fuyait quelque chose. Elle a même engagé un type pour la conduire la nuit. Elle n'a rien dit d'autre que de payer. Juste au moment où nous allions partir, un homme étrange est apparu au bout de la ruelle. Il avait une apparence rude, avec une veste en cuir usé et un visage plein de cicatrices. Il s'est approché et a demandé à la propriétaire d'une voix rauque, « Jessica est-elle toujours là? J'ai besoin de la voir de toute urgence. » Le détective l'a arrêté immédiatement avec un regard aussi froid que la glace. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez à faire avec Madame Jessica ?» L'homme a balbutié, clairement surpris, et a essayé de reculer, mais le jeune officier l'a retenu. Après un moment de nervosité, il a soupiré, la voix agacée. « Je suis Raon, son usurier. Jessica me doit beaucoup d'argent. Elle a juré qu'elle me rembourserait dans 2 semaines, mais maintenant, elle est introuvable. La police et moi nous sommes regardés. Personne n'a rien dit, mais je savais que nous pensions tous la même chose. Le moment où Jessica s'est enfuie, le moment où Daniel a disparu, et maintenant la promesse d'une grosse somme d'argent, tout s'emboîtait d'une manière terrifiante. » Le jeune officier a marmonné, comme s'il se posait la question à lui-même, pourquoi serait-elle si sûre d'avoir une grosse somme d'argent dans 2 semaines si elle était si désespérée avant qu'elle a dû chercher son ex-mari? Cette question a été comme un couteau dans mon cœur. Un mauvais pressentiment grandissait en moi, froid et cruel, me faisant trembler. Il y avait quelque chose de plus sombre derrière tout cela, et je craignais que la vérité ne soit encore plus douloureuse que ce que j'avais déjà imaginé. Cette nuit-là, je me suis assise près du lit de Matthew. La faible lumière du couloir de l'hôpital illuminait son visage endormi. Il serrait toujours son ours en peluche comme si c'était la seule chose qui l'ancrait à ce monde. J'ai pris sa main, sentant la faible chaleur de ses doigts fins, et j'ai essayé de me calmer. Mais alors, comme un éclair dans le noir, un vague souvenir a refait surface dans mon esprit, faisant battre mon cœur à toute allure. Il y a de nombreuses années, quand Daniel et Jessica étaient encore heureux, Daniel m'a fièrement montré une police d'assurance vie qu'il avait souscrite. « Maman, je veux protéger ma famille », m'a-t-il dit avec son sourire radieux. « S'il m'arrive quelque chose, Jessica et Matthew n'auront rien à craindre. » L'unique bénéficiaire à cette époque était Jessica. Et maintenant, en y pensant, je réalise que Daniel n'a jamais mentionné avoir changé le nom du bénéficiaire après leur divorce. Ce souvenir a été comme un coup de poignard dans mon cœur. Jessica, avec son énorme dette et son désespoir, aurait-elle pu jeter son dévolu sur Daniel pour l'argent de l'assurance? J'ai commencé à trembler, non pas de froid, mais d'une horrible prémonition qui m'étouffait. J'ai regardé Matthew. Je l'ai vu sangloter dans son sommeil, ses lèvres bougeant pour appeler son père. Je ne pouvais plus rester immobile une seconde de plus. Le lendemain matin, j'ai appelé le détective, la voix tremblante. Je me suis souvenu de quelque chose. Daniel avait une police d'assurance vie et Jessica était l'unique bénéficiaire. Pouvez-vous enquêter là-dessus? Il est resté silencieux un moment, puis a répondu, « Merci, Madame Hélène. » Cela pourrait être une piste clé. Nous allons nous rendre à la maison de Monsieur Daniel dès maintenant. J'ai confié Matthew à l'infirmière, lui demandant de ne pas le laisser seul, et je suis allé avec la police à la maison de Daniel. En entrant, le ruban jaune était toujours sur la porte, un rappel du cauchemar. L'équipe de la police scientifique était déjà partie, laissant la maison froide et silencieuse. Le détective m'a emmené, moi et un jeune officier, dans le bureau de Daniel, où il avait l'habitude d'organiser ses papiers. Ils ont fouillé le classeur, vérifiant chaque dossier, tandis que je restais là, serrant mon châle, un nœud dans l'estomac. Après plus d'1 heure, le jeune officier s'est exclamé, « Je l'ai trouvé ». Il tenait un dossier bleu ouvert. Il l'a examiné et l'a passé au détective. Ce dernier l'a parcouru des yeux, puis a tapoté légèrement le dossier contre le bureau et a dit avec une colère contenue, « Le voilà, le mobile ». J'ai regardé le papier et j'ai vu le nom de Jessica imprimé clairement dans la section du bénéficiaire. Mon pressentiment était juste. Daniel, par amour et par responsabilité, avait involontairement laissé le champ libre à Jessica pour en profiter. Je me suis effondré sur une chaise, les larmes coulant sur mes joues. « Pourquoi ne l'as-tu pas changé, Daniel ?» ai-je murmuré, la voix étranglée. « Pourquoi lui as-tu donné cette chance ?»
Le détective a posé une main sur mon épaule et a dit gravement, « Madame Hélène, si Daniel était mort dans un accident, Jessica aurait reçu tout l'argent de l'assurance. Avec cette somme, elle aurait pu rembourser toutes ses dettes et vivre confortablement. C'est probablement la raison pour laquelle il a disparu. » Ces mots ont été comme un coup de marteau sur ma tête. J'ai serré les poings, une immense rage montant dans ma poitrine. Jessica était devenue un monstre, prête à prendre la vie de Daniel pour de l'argent. Je me suis souvenu de son visage quand elle était jeune, quand elle souriait joyeusement à côté de Daniel, et je me suis demandé ce qu'il avait autant changé. L'ambition, le désespoir, ou était-ce simplement une personne qui s'était perdue? Cet après-midi-là, quand je suis retourné à l'hôpital, le téléphone a de nouveau sonné. C'était le détective. Sa voix semblait plus urgente. « Madame Hélène, nous venons de recevoir des nouvelles de l'équipe d'enquête. Ils ont trouvé un entrepôt de produits surgelés abandonné en périphérie, un endroit que le gang d'usuriers utilise pour ses activités illégales. Nous avons déjà envoyé une équipe spéciale là-bas. J'ai senti mon cœur battre comme un tambour de guerre. « Que soupçonnez-vous » ai-je demandé, la voix tremblante. Il a hésité. « Nous ne sommes pas sûrs, mais il est possible que nous trouvions un indice sur Monsieur Daniel. » Je me suis assise près du lit de Matthew. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas tenir un verre d'eau. Cette nuit-là, alors que Matthew dormait déjà, le téléphone a sonné une fois de plus. J'ai répondu, la main tremblant tellement que j'ai failli le laisser tomber. La voix du policier à l'autre bout du fil était hésitante, comme s'il choisissait ses mots avec beaucoup de soin. « Madame Hélène, nous avons trouvé un corps, un homme caché dans l'entrepôt de produits surgelés. Nous soupçonnons que c'est Monsieur Daniel. » Je me suis effondré, une boule dans la gorge, incapable de dire un mot. Mon monde s'est écroulé. Daniel, la personne que j'aimais le plus, n'était plus qu'un corps dans un entrepôt froid. Je voulais crier que ce n'était pas vrai. Mais seules les larmes sont sorties. « Êtes-vous sûr » ai-je murmuré, la voix brisée. « Nous avons besoin que vous veniez l'identifier » a-t-il répondu, la voix pleine de pitié. « Mais s'il vous plaît, préparez-vous. » Le lendemain matin, je suis allé avec la police à la morgue, ressentant une peur terrible qui me serrait le cœur. En chemin, assise à l'arrière de la voiture de patrouille, j'ai serré mon châle et j'ai regardé par la fenêtre, ne voyant rien d'autre que le visage de Daniel. Je me suis souvenu de son sourire, de la façon dont il me taquinait quand je brûlais le gâteau de maïs. « Maman, si tu ouvres une boulangerie, je serai ton premier client, » disait-il, la voix joyeuse. Maintenant, ce sourire n'était plus qu'un souvenir, et j'étais sur le point d'affronter une vérité que je ne voulais pas croire. Quand la voiture s'est arrêtée devant la morgue, je suis sorti, ayant l'impression de marcher dans un rêve. Le jeune policier, celui qui avait été avec moi ces derniers jours, a posé une main sur mon épaule et a dit doucement, « Madame Hélène, êtes-vous prête ?» J'ai hoché la tête, bien qu'à l'intérieur je savais que je ne serais jamais prête. La porte de la chambre froide s'est ouverte, et un air glacial sentant les produits chimiques m'a frappé le visage, me faisant frissonner. Le drap blanc recouvrant la civière a été lentement retiré, et j'ai alors vu le visage de Daniel. Bien qu'il soit pâle, bien qu'il ait été changé par le temps et la mort, j'ai reconnu mon fils instantanément. Ses sourcils épais, son nez droit et les lèvres que j'ai embrassées tant de fois quand il était bébé. C'était toujours mon Daniel. J'ai fondu en larmes, tombant à genoux sur le sol, ne pouvant dire que 2 mots. Mon fils. Je voulais le toucher, le serrer dans mes bras une dernière fois, mais mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas les lever. Le jeune policier m'a aidé à me relever, la voix pleine de chagrin. « Nous sommes vraiment désolés, Madame Hélène. Veuillez vous asseoir ici. » Mais je ne voulais pas m'asseoir. Je ne voulais rien faire d'autre que de crier au monde pourquoi mon fils avait dû partir comme ça. Quand je me suis un peu calmé, le médecin légiste, un homme d'âge mûr à la voix grave, s'est approché. Il tenait un dossier et a expliqué, la victime est décédée d'un grave traumatisme crânien causé par un coup violent contre un objet dur. L'heure du décès est estimée à la nuit de la tempête, il y a 2 semaines. Ces mots ont confirmé ce que Matthew avait raconté sur cette terrible nuit où Daniel est tombé et est resté immobile sur le sol. J'ai hoché la tête, mais chaque mot qu'il disait était comme un couteau s'enfonçant plus profondément dans mon cœur. « Merci » ai-je murmuré, ne sachant pas vraiment pourquoi je disais merci. Peut-être pour la vérité, aussi cruelle soit-elle. La police n'a pas arrêté. Ils ont étendu l'enquête, examinant le camion que la caméra de sécurité avait enregistré.
Le détective m'a appelé à midi, la voix pleine de détermination. Madame Hélène, nous avons trouvé une couverture tachée de rouge et une veste de femme dans la benne du camion. Les résultats ADN confirment que la tache est du sang de Monsieur Daniel, et que la veste appartient à Jessica. Je me suis effondré sur une chaise dans le couloir de l'hôpital, les mains sur la poitrine. Toutes les pièces éparses s'assemblaient maintenant, formant une image du crime si claire qu'elle en était glaçante. Jessica l'avait vraiment fait. Elle avait pris la vie de Daniel. En utilisant la déclaration de l'usurier que nous avions trouvée à l'immeuble, la police a rapidement arrêté l'homme inconnu qui accompagnait Jessica cette nuit-là. Ils m'ont invité au commissariat pour regarder l'interrogatoire de l'extérieur, à travers une vitre sans teint. L'homme à l'apparence rude a d'abord tout nié en grognant « Je ne sais rien. Je suis juste allé avec elle. » Mais quand la police lui a montré les preuves, la veste de Jessica et la couverture trouvée dans le camion, son visage est devenu pâle et il a commencé à transpirer. Le détective lui a dit d'une voix dure « Vous pensez que nous ne savons pas? Vous l'avez aidé à cacher le corps. Parlez si vous ne voulez pas que votre peine soit pire. » Finalement, pour obtenir un accord, il a avoué où Jessica se cachait. Une maison abandonnée en périphérie de la ville où elle s'était réfugiée. Je me tenais à l'extérieur de la salle d'interrogatoire, serrant mon châle, sentant le monde tourner. Jessica, la femme qui avait autrefois dîné avec ma famille, qui riait avec Matthew, était maintenant une fugitive portant un crime sur ses épaules. Je me suis souvenu de la dernière fois que je l'ai vue avant qu'elle et Daniel ne divorcent. Elle m'a regardé avec des yeux froids. Reste en dehors de ça, Hélène. C'est entre Daniel et moi. J'ai essayé de l'arrêter. J'ai essayé de lui dire que Matthew avait besoin de sa mère, mais elle a juste ri amèrement. Maintenant, ce rire me revenait à l'esprit comme un avertissement que j'avais ignoré. Quelques jours après avoir identifié le corps de Daniel, j'ai appris que la police avait arrêté Jessica. Ils l'ont attrapée dans une petite boutique de photocopie, en train d'essayer de falsifier des documents pour fuir la ville. Le détective m'a appelé. Sa voix était douce mais ferme. « Madame Hélène, nous l'avons. Voulez-vous venir au commissariat ?» J'ai hésité, regardant Matthew, qui dessinait sur le lit d'hôpital, serrant toujours son ours en peluche. « Non, » ai-je répondu, la voix étranglée. « Je ne veux pas la voir. Assurez-vous simplement qu'elle ne s'échappe pas, » mais à la fin, alors que la police conduisait Jessica dans le couloir du commissariat, je l'ai regardée de loin, la voyant menottée, le visage hagard et les cheveux en désordre. J'ai ressenti un mélange de colère et, au fond, une étrange pitié. Jessica, qui était autrefois ma belle-fille, qui était la mère de Matthew, avait détruit sa propre vie et la vie des personnes qu'elle aimait le plus. Le procès a eu lieu au palais de justice de la ville, attirant l'attention de la presse et du public. J'étais assise au premier rang, tenant fermement la main de Matthew, sentant sa petite main trembler dans la mienne. Il ne voulait pas venir, mais je l'ai doucement convaincu. « Matthew, nous devons faire ça pour ton père. Mamie sera juste là avec toi. » Il a hoché la tête, mais ses yeux étaient toujours pleins de peur. La salle d'audience était bondée. L'air semblait lourd, comme une corde sur le point de se rompre. Le procureur, un homme de grande taille à la voix tranchante, s'est levé et a présenté les preuves une par une. Il a diffusé l'enregistrement de la déclaration de Matthew, la petite voix de mon petit-fils tremblant alors qu'il racontait la nuit de la tempête. L'entendre m'a serré le cœur, et j'ai serré Matthew plus fort alors qu'il baissait la tête, cachant son visage dans son ours. Le procureur a continué, montrant des photos de la couverture et de la veste de Jessica trouvée dans le camion. Les résultats ADN confirment que le sang appartient à la victime, Monsieur Daniel, a-t-il dit, la voix froide. Il a ensuite projeté les images de la caméra de sécurité, le camion flou sous le lampadaire transportant quelque chose de long recouvert d'une bâche. Enfin, il a brandi le dossier de la police d'assurance vie, montrant le nom de Jessica comme bénéficiaire. Voici le mobile, a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans la salle. L'accusé a planifié un meurtre pour toucher l'argent de l'assurance, rembourser ses dettes et vivre confortablement. J'ai regardé Jessica assise dans le box des accusés, la tête baissée. Au début, elle a essayé de rester calme, évitant le regard de tout le monde, mais à mesure que les preuves étaient présentées, elle a commencé à trembler. Soudain, elle s'est levée d'un bond et a crié « Je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste mon argent. » Sa voix s'est brisée, mais personne dans la salle n'a été ému. Le procureur s'est approché et a réfuté froidement « Si vous ne vouliez que de l'argent, pourquoi avez-vous caché le corps ?
Vous avez mis en scène un faux accident et avez essayé de toucher une police d'assurance vie. Jessica est restée sans voix. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Elle s'est tournée vers son complice, l'homme rude qui était avec elle cette nuit-là, et a hurlé, c'était lui. C'est lui qui a poussé Daniel. L'homme s'est immédiatement levé, le visage rouge de fureur, et l'a pointé du doigt. C'est toi qui as tout planifié. J'ai juste fait ce que tu m'as dit. Tu m'as dit de le pousser, de t'aider à cacher le corps. L'atmosphère dans la salle d'audience est devenue tendue. Les murmures de la foule ressemblaient à une vague. J'ai serré Matthew, le sentant trembler. Mamie, a-t-il murmuré, sa voix faible. C'était de ma faute, n'est-ce pas? J'ai caressé ses cheveux, essayant de ne pas pleurer. Ce n'était pas ta faute, Matthew. Ta maman a fait une erreur, et elle va devoir payer pour ça. Mais à l'intérieur, je savais que ces mots ne pouvaient pas guérir la blessure dans l'âme de Matthew. Après des heures de délibération, la juge, une femme au regard sérieux, s'est levée pour rendre le verdict. Sa voix était claire et ferme. L'accusée, Jessica, est reconnue coupable de meurtre au premier degré et de fraude et est condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le complice est reconnu coupable de complicité de meurtre et de recel de cadavres, et est condamné à 20 ans de prison. Quand la sentence a été lue, j'ai fondu en larmes, serrant Matthew de toutes mes forces. Mes larmes n'étaient pas seulement pour la douleur de perdre Daniel, mais aussi pour le soulagement que la justice ait enfin été rendue. Matthew a caché son visage dans ma poitrine, pleurant de manière incontrôlable. Et je ne pouvais que lui frotter le dos, en murmurant, « C'est fini, mon garçon. Ton père peut enfin reposer en paix. » Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de fermer définitivement la maison de Daniel. Je ne pouvais pas retourner dans cet endroit, qui était autrefois rempli des rires de mon fils et de mon petit-fils, et qui n'était plus qu'un souvenir douloureux. J'ai emmené Matthew vivre avec moi dans ma petite ville. Je l'ai inscrit en thérapie, espérant que les blessures de son cœur guériraient lentement. Chaque nuit, je m'assois à ses côtés et je lui raconte des histoires sur Daniel quand il était un garçon, sur la façon dont il voulait toujours que je sois fier de lui. Ton père t'aimait tellement, Matthew, dis-je en caressant ses cheveux. Et mamie aussi. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre avec Matthew endormi dans mes bras. Le clair de lune entrait, doux comme un réconfort. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai murmuré, « Mon fils, je te promets que j'élèverai et protégerai Matthew pour toi. » La justice a été rendue. Des larmes ont coulé sur mes joues, mais j'ai ressenti un peu de paix, comme si Daniel était quelque part, souriant en me regardant. J'ai serré Matthew, sachant que bien que la douleur de perdre mon fils ne disparaîtra jamais, je l'ai encore lui, et je passerai le reste de ma vie à prendre soin de lui, tout comme Daniel l'a fait. Après tout ce que nous avons traversé, du fond du cœur, je veux vous dire, à vous qui avez suivi mon histoire jusqu'à ce moment, que l'amour et le soin que l'on porte à sa famille ne devraient jamais être tenus pour acquis. Un seul oubli peut mener à une tragédie sans retour possible. L'ambition et la trahison peuvent transformer vos proches en étrangers, mais la justice parlera toujours si vous êtes persévérant jusqu'à la fin. J'ai appris que la vraie force vient quand on se lève pour protéger ceux qu'on aime, même au milieu de la douleur la plus profonde. Et surtout, la perte m'a appris à valoriser chaque seconde passée ensemble, car l'amour de la famille est l'héritage le plus précieux que nous laissons aux générations futures. L'histoire que vous venez d'entendre a eu ses noms et lieux changés pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne la racontons pas pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un l'écoutera et s'arrêtera pour penser au nombre de mères qui souffrent en silence au sein de leur propre foyer. Je me demande vraiment, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous le silence pour préserver la paix ou oseriez-vous tout affronter pour retrouver votre propre voie? J'aimerais connaître votre opinion, car chaque histoire peut devenir une lumière qui éclaire le chemin des autres. Que Dieu vous bénisse tous et je suis sûr que le courage nous mènera vers des jours meilleurs. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à ce moment.